Nicolae Ceausescu, dernier dictateur communiste d'Europe. Il fut président de la Roumanie durant 25 années, au cours desquelles il fut d'abord adulé, puis détesté. Bucarest, capitale de la Roumanie. Au cœur de la ville se dresse le plus grand palais du monde. Il a le faste d'une demeure royale et pourtant il date des années 1980. La Roumanie fait partie des pays les plus pauvres d'Europe. Un héritage du régime de Ceausescu. Une dictature des plus fantaisistes pour un peuple mourant de faim. C'était une gigantesque mise en scène, qui ne manquait pas de qualité d'ailleurs. Avec 22 millions de personnes qui applaudissaient. Et un seul interprète. Enfin, deux. Il avait l'air d'un homme bon. Il appréciait nos spectacles et il nous remerciait pour notre travail. C'était une ambiance agréable pour nous. Méfions-nous des jugements hâtifs. Laissons le temps définir la place de Ceausescu dans l'histoire. Je ne nie pas sa valeur intrinsèque. Il fut un homme d'État important. Nicolae Ceausescu monte des spectacles grandioses à sa propre gloire et à celle de la Roumanie. Le pays tout entier se transforme en scène sur laquelle les citoyens deviennent acteurs et le chef de l'État une vedette. L'ascension de ce fils de paysan commence avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques en 1968. Ceausescu organise une manifestation contre les soviétiques. Il est à l'époque le premier secrétaire du parti. Mais à 50 ans, beaucoup le considèrent comme une vulgaire marionnette aux mains des bonzes du parti. Nous avons fait déclarer publiquement à Ceausescu que si les soviétiques occupaient ne serait-ce qu'1 centimètre du territoire roumain, nous riposterions immédiatement. Ceausescu encourage la résistance. La réaction du peuple est enthousiaste. En apprenant qu'une manifestation avait lieu, je me suis habillé en vitesse et j'ai couru jusqu'à l'immeuble du comité central. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Le meeting était terminé depuis quelques minutes, mais j'ai senti un climat d'allégresse flotter dans l'air. À cet instant, j'étais fier d'être roumain. La révolte de Ceausescu envers Moscou le propulse sur le devant de la scène politique. Les chefs d'État du monde entier affluent à Bucarest. À chaque fois, Ceausescu les accueille, entouré d'une foule en liesse. Ces rassemblements sont des mises en scène, mais le peuple ne cache pas sa joie. Les gens sont fiers. Pour la première fois de l'histoire, un homme d'État roumain prend une envergure internationale.
Ceausescu se fait le médiateur entre l'Est et l'Ouest, notamment dans le cadre du conflit au Proche-Orient. Sur la scène internationale, il joue les diplomates. Dans son pays, il attise l'orgueil national. Ceausescu a fait prendre conscience aux Roumains qu'ils n'étaient plus une colonie soviétique, ni les esclaves de Moscou. Il nous a redonné confiance en nous. Il nous a persuadés que nous avions notre place sur l'échiquier du monde. Ceausescu sait se vendre. En s'insurgeant contre Moscou, il veut écrire un nouveau chapitre de la lutte séculaire de la Roumanie pour l'indépendance. Le Parti communiste, qui avait interdit auparavant toute manifestation du nationalisme, lui redonne, sous Ceausescu, ses lettres de noblesse. Ceausescu à la tête d'un cortège de cavaliers en tenue médiévale. Il se positionne dans la lignée des rois du Moyen-Âge qui libèrent la Roumanie des armées étrangères. Ceausescu a rendu à notre nation sa dignité et son honneur. Il a refusé que la Roumanie soit opprimée, comme elle l'avait été dans le passé, par les Turcs, les Russes, les Habsbourg et les Allemands. Outre les communistes, il a le soutien de nombreux nationalistes et intellectuels. De la plume des poètes et autres artistes, naît le culte de la personnalité de Ceausescu. Ton existence est un miracle pour l'humanité, pour les Roumains, pour ceux qui souffrent de la faim et du froid. Quand nous disons Ceausescu, nous disons Roumanie. Quand tu parles, les pierres se transforment en montagnes. Le nom de ce chef d'État est universellement connu. Il voyage plus loin que ne le fit aucun prince de notre passé. Il parcourt la planète, messager de nos valeurs et de nos aspirations à un monde meilleur et juste. Son nom, Nicolae Ceausescu. Tous ces dithyrambes avaient un but bien précis. Ils m'ont servi à faire passer mon propre message, à savoir le nationalisme. J'ai utilisé Ceausescu à la façon d'un chameau, en mettant mes idéaux sur ses bosses. Ceausescu modernise et industrialise le pays. Il fait construire d'immenses usines et les orchestres amateurs des chaînes de production chantent ses louanges. Les paysans appauvris sont relogés dans des immeubles récemment construits. La Roumanie reste certes un pays sous-développé, mais montre quelques signes de progrès. À cette époque, on ne manquait de rien. On avait de bons matériaux, de bons outils, des machines efficaces. Tout cela est fini. Quand vous alliez à l'hôpital, ce n'était pas comme aujourd'hui. Vous n'aviez pas besoin de leur graisser la patte. Tout était mieux organisé. Alors qu'aujourd'hui, si vous tombez malade... Les communistes commandent à quantité de peintres le portrait de leurs dirigeants. La morne réalité devient pittoresque. Nul besoin d'être partisan de Ceausescu pour prendre son pinceau. Le parti n'est pas ingrat. Ceausescu et sa femme sont devenus des motifs récurrents de ma peinture. Ils m'ont versé beaucoup d'argent en liquide. Je regrette de ne pas avoir peint plus de tableaux. Je serais devenu riche. J'aurais pu vivre dans le désert de Gobi, sur la planète Mars, en Occident ou dans un pays communiste. Ça n'aurait strictement rien changé à ma peinture. Tout client est le bienvenu. Ses opinions politiques ne m'intéressent pas et je me moque de savoir quel pays gouverne. Je crée une œuvre d'art à mon idée. Si ça lui plaît, il paie. J'ai besoin d'argent. Un artiste peut vivre avec peu d'argent, mais sans argent, l'art meurt.
Mais les ambitions artistiques de Ceausescu ne se limitent pas aux portraits, chansons populaires et autres poèmes. Il veut développer le culte de sa personnalité à grande échelle et en faire le symbole de la souveraineté roumaine. Le Parti communiste crée une nouvelle forme de théâtre politique, conjuguant manifestations de masse et comédie. Tous ces spectacles servaient un objectif politique. Nous véhiculions un certain message qui exhortait la population à soutenir le Parti communiste. Nous enseignions des slogans et des idées au peuple. Nous cherchions à construire le pays. On nous libérait de l'usine 2 mois avant le spectacle. Nous répétions dans le stade 8 heures par jour, avec 2 pauses. J'ai participé à tous les spectacles, sans exception. L'anniversaire de Ceausescu, celui de sa femme, la fête nationale le 23 août, la fête du travail, la journée des enfants, la journée de la jeunesse. Chaque mois, il y avait au moins un spectacle. Il trouvait toujours un prétexte. J'ai passé toute mon enfance ainsi. Tout devait être conforme à la ligne politique du comité central. Les récoltes devaient être abondantes et belles. Les ouvriers heureux. La chorégraphie devait exprimer toutes ces choses. Certains portaient des bleus de travail avec un casque, comme les ouvriers ou les mineurs, pour représenter la classe ouvrière. D'autres portaient l'uniforme militaire. On nous donnait des cartes numérotées de 1 à 5. À l'appel du numéro, on brandissait une certaine carte et on voyait, par exemple, l'image d'Elena Ceausescu. Plusieurs repères de couleurs jalonnaient le terrain. Et chaque enfant se voyait attribuer une couleur. Les enfants entraient dans le stade en courant, au son des roulements de tambour. Puis ils s'accroupissaient et un message apparaissait. Déjà c'est Chita. Mihai Voievod, domn al țării românești, al Ardealului și a toată... Des tableaux historiques retracent la lutte pour la Roumanie. La guerre du roi Décébal contre les Romains est une métaphore pour la révolte antisoviétique de Ceausescu. Étienne le Grand et Michel le Brave unifièrent la Roumanie. L'allusion est limpide. En évoquant le roi Étienne le Grand, qui avait régné sur l'ensemble du territoire, nous adressions un message sans équivoque à l'Union soviétique. J'ai écrit quelques spectacles sur des thèmes historiques qui ont arraché des larmes aux vieux généraux.
Les personnes présentes dans le stade ont quasiment tout un rôle à jouer. Ceausescu et les membres du comité central sont les uniques spectateurs. Mais à la fin du spectacle, on assiste à une scène étrange. Les acteurs et le public se tournent vers Nicolae Ceausescu et son épouse et applaudissent. Les acteurs sont devenus le public. Le public est devenu le principal interprète. À cet instant, le parti et le peuple ne formaient plus qu'un. Ils pensaient et respiraient de concert. Ceausescu et sa politique étaient unanimement plébiscités. Les communistes transposent le symbolisme du monde théâtral en réalité politique. En 1974, Ceausescu est nommé président de la République. Pour la cérémonie d'investiture, le parti commande des accessoires quelque peu insolites. On m'avait demandé de dessiner un sceptre pour Nicolae Ceausescu. Au début, l'idée de donner un sceptre à un dirigeant communiste m'a paru étrange. Mais finalement, je l'ai fait avec plaisir, parce que j'avais la nostalgie du temps où la Roumanie était une monarchie. Dar în final am avut și o plăcere, fiindcă eu trângeam după timpurile alea când România era regat. În numele Marii Adunări Naționale, vă rog să primiți simbolurile demnității și prestigiului, ale puterii de stat, ale autorității suverane a poporului român, ale voinții sale de a se dezvolta liber și independent pe calea socialismului și comunismului. Ceausescu calque de plus en plus la réalité sur le monde imaginaire du théâtre. La propagande qui bat son plein dans les stades ne tarde pas à être relayée par les médias. Pour les journalistes, une seule règle à suivre. On lisait en gros titres de formidables progrès, l'âge d'or, l'ère Ceausescu, une ère de prospérité sans précédent dans l'histoire de la Roumanie. Tous ces succès étaient à mettre au compte d'un seul homme. C'est au sommet que tout se décidait. Le chef de l'État, le dirigeant du parti, le commandant des forces armées fusionnaient en un seul homme, Nicolae Ceausescu. Nous étions 12 ou 13 relecteurs. On travaillait en équipe. Notre principale tâche consistait à lire tous les articles en s'assurant que tout était correctement orthographié. En particulier les noms de Nicolae Ceausescu et d'Elena Ceausescu. Il n'était pas compliqué à écrire. Ce qui était difficile, c'était de lire les mêmes noms une quarantaine de fois par page. Chacun avait un rôle bien précis. Le journaliste posait des questions pas trop dérangeantes, tandis que l'interviewé donnait les réponses qu'attendaient à la fois le journaliste et la direction locale et centrale du parti. Am urmărit cu profundă satisfacție patriotică magistralul raport expus de secretarul general al Partidului Comunist Român
tovarășul Nicolae Ceaușescu, raport în care și noi, constructorii, ne regăsim în amplele programe de dezvoltare a investițiilor din țara noastră. N-aveai voie să greșești de două ori. Il n'était pas question de faire la moindre erreur. Les directives étaient claires. Interdiction de montrer ce qui ne devait pas être vu. Interdiction de filmer le profil gauche de Ceausescu. En effet, sous cet angle, on voyait les taches qui trahissaient sa maladie du foie. Ceausescu bégayait énormément. Il ne fallait jamais le montrer en train de viser avec les membres du comité politique. Il fallait seulement le montrer en train d'applaudir quand il était content et souriant. Il y avait aussi le moment où des enfants lui offraient des fleurs à la fin. C'était une séquence incontournable. Je rêvais d'être journaliste depuis l'enfance. Évidemment, j'aurais pu travailler pour une quelconque feuille de chou. Cela m'aurait sans doute évité des problèmes de conscience. Si j'ai travaillé pour la télévision, c'est parce que j'aimais que les gens me voient à la télévision. J'en éprouve une certaine culpabilité, car j'avais le choix. Personne ne m'a forcé à faire de la télévision. J'aurais pu faire autre chose. Dites-vous bien que tous ceux qui travaillaient à la télévision, qui était un outil de propagande, avaient une part de responsabilité dans ce qui était montré. Le patriotisme populaire seul n'a jamais suffi à asseoir une dictature. Dans les coulisses du monde pittoresque du théâtre, la police secrète, la Securitat, est là pour sauver les apparences. De temps en temps, des erreurs se glissaient. Le prénom de Ceausescu, Nicolae, était parfois mal orthographié. Par exemple, il était écrit Nicolae. C'était affreux car en roumain, je ne peux pas te le traduire, mais ça veut dire quelque chose comme sans queue. I cannot translate it. I don't know. No, I cannot translate it. It's no dick something. Something like this, the meaning. And if you had Quand tu laissais passer ce genre d'erreur, tu pouvais être sûr que les gens de la sécurité n'allaient pas tarder à venir t'interroger. Toi et tous les autres, pour savoir si tu l'avais fait exprès. L'épouse de Ceausescu, Elena, joue le rôle principal dans le monde imaginaire de la Roumanie. Elle a quitté l'école à l'âge de 14 ans avec pour tout bagage de bonnes notes en couture. Mais les médias sont priés de la mettre sur un piédestal. Les médias avaient pour mission de conférer un rôle particulier à la camarade Elena Ceausescu, surtout dans les villes qui abritaient des centres de recherche scientifique et universitaires. Son nom devait être associé à la science, à la culture et à l'éducation. Il ne fallait jamais dire simplement « camarade Elena Ceausescu », il fallait utiliser l'expression consacrée qui était la scientifique de renommée internationale. À l'instar de son mari, Elena doit être adulée par les artistes. Un exercice qui sollicite bien plus leur imagination. Avec le dictateur, ils avaient simplement exagéré. Avec Elena, tout est à inventer. Ce jour de gloire ambitieux figure au calendrier, gravé en lettres d'or et enguirlandé de lavande. Car c'est le jour où la Roumanie donna naissance à une femme sans égale sur la terre.
C'est vrai, j'ai écrit quelques poèmes faisant l'éloge d'Elena Ceausescu, mais ce n'était pas pour faire carrière. Je vivais au 8e étage d'un immeuble de la banlieue de Bucarest. Si je l'ai fait, c'était pour la convaincre de promouvoir la culture roumaine et, dans une certaine mesure, pour l'apprivoiser. Comme dans la célèbre comédie de Shakespeare, La mégère apprivoisée. Je me souviens d'un poème que je n'arrivais pas à retenir. C'était un poème sur Elena Ceausescu. Ça ne voulait pas rentrer. J'ai piqué une colère et j'ai dit que je ne voulais pas apprendre ces âneries, que c'était n'importe quoi. Ça parlait de l'éclat de son regard et de sa pensée. Ça disait à quel point elle était formidable. C'était totalement inepte et scandaleux. Je ne pouvais pas apprendre ça. Là, ma mère m'a pris à l'écart et m'a dit: tu es fou. Tu veux qu'on se fasse tous arrêter? Quand tu parles de mère aimante ou de scientifique de renommée internationale, imagine-toi que c'est moi. Lângă marea lui iubire pentru om și pentru țară, e tovarășa Elena Ceausescu, militant și om de știință, ce în lupta comunistă și-a pus viața cu credință, devenind, prin fapta vieții, eroina legendară. Aucun autre pays au monde n'honore son chef d'État aussi fastueusement que la Roumanie, sauf peut-être la Grande-Bretagne. En 1978, le gouvernement britannique invite Ceausescu. Il a dit que s'il venait, ce serait en visite officielle, avec tous les honneurs. Prințul Charles al țării Galilor, Wales, prințesa Anne, prințesa Margaret, ducele și ducesa de Kent. Le 12 juin, juste avant sa venue, mon secrétaire particulier avait pris en note. Monsieur Owen a demandé qui avait approuvé cette visite. Est-ce moi? Si c'est le cas, je le regrette. Les Britanniques espèrent que Ceausescu leur achètera des avions. Le président se targue d'un miracle économique. Les Britanniques le prennent au mot. Les négociations entre British Aerospace, Rolls-Royce et les Roumains furent catastrophiques de bout en bout. La Roumanie était un pays très pauvre. Et malgré cela, ils voulaient ces avions de pointe. Ils avaient manifestement du mal à réunir l'argent nécessaire, mais comme ils voulaient absolument conclure cette affaire, ils ont proposé une sorte de troc. À la place d'argent, ils offraient des choses d'une parfaite inutilité. Une cargaison d'oranges, des navets ou encore des tuyaux de plomb, tout et n'importe quoi. La réalité s'écarte du script rédigé par Ceausescu. Au début des années 1980, les nouvelles usines sont déjà obsolètes. La facture énergétique monte en flèche. Il y a une pénurie de denrées alimentaires et les coupures d'électricité sont fréquentes. Ceausescu choisit comme solution de réécrire la réalité. Ceausescu est arrivé en hélicoptère. Il a serré des mains, puis a inspecté un étal de nourriture qui avait été installé exprès pour lui. À part quelques courges, des choux et des melons, tout était factice.
Le fromage était en polystyrène, le saucisson était en bois, et plusieurs autres produits étaient en plastique peint. Toujours est-il que les gens répétaient depuis déjà 3 jours d'affilée avec ces accessoires. Les vrais produits avaient tourné sous la chaleur. En plus, à l'époque, on ne trouvait aucune de ces denrées dans les magasins. Nous nous sommes demandé ce qui se passerait s'il lui prenait l'envie de goûter quelque chose, de croquer, de prendre une bouchée. Les journaux continuent de faire état de l'expansion économique roumaine. Nous avons toujours su que les statistiques mentaient. C'était évident. On avait tous des amis ou de la famille à la campagne qui nous disaient à quel point la situation était catastrophique. Même les journalistes allaient à la campagne. Les statistiques de Ceausescu dans les années 80 reflétaient-elles la réalité? Bien sûr, pourquoi pas? Mais pourquoi parler des statistiques? Parlons des faits. Le fait est qu'on manquait d'eau pour se laver, que les gens n'avaient pas de papier toilette, ni de savon, et que le pain était rationné. Ceausescu voulait prouver que notre agriculture était meilleure, à la fois quantitativement et qualitativement, que celle des soviétiques. C'est pourquoi certains rapports ne reflétaient pas toujours la réalité. Dans les années 80, les spectacles sont encore plus grandioses et encore plus coûteux. Alors qu'ils étaient destinés uniquement à impressionner le reste du monde, ils servent désormais à apaiser la population. Je crois que la majorité des gens aimaient bien ces spectacles. Ils étaient de bon goût. Si c'était de l'art, certainement pas. Personne n'était dupe. C'était des spectacles médiocres qu'on allait voir par obligation et qui ne faisaient illusion que sur une grande échelle. Aujourd'hui, les gens disent que les 45 années de régime communiste furent une calamité. C'est idiot. Si les Roumains s'étaient sentis aussi mal dirigés pendant si longtemps, ils n'auraient pas applaudi à ces spectacles par centaines de milliers, par millions même. On était bien obligé d'applaudir. On était encadré par des activistes du parti. Il y en avait 1 pour 5 ou 6 personnes. Ils avaient un papier sur lequel était noté tout ce qu'on devait crier. Celui qui ne venait pas aux répétitions était sanctionné. On lui amputait son salaire ou bien il était rétrogradé. La Roumanie connaît un véritable fiasco économique. Mais à qui la faute? Ceausescu accuse d'emblée les étrangers, notamment les banques internationales auprès desquelles il a contracté d'énormes dettes. Pour sortir de la passe, il décide d'exporter la totalité de la production agricole de la Roumanie afin de rembourser la dette internationale qui s'élève à 10 milliards de dollars en tout. Dans le pays, les rayons des supermarchés sont vides et les gens ont faim. Les Roumains ont eu le courage, alors que la finance internationale voulait les asphyxier, de se serrer la ceinture, de se priver de nourriture pour rembourser leurs dettes. Nous nous sommes battus pour préserver notre dignité et notre souveraineté en tant que nation contre la mondialisation qui aujourd'hui étouffe notre planète. Nous, les Roumains,
avons été les premiers à nous engager dans cette lutte en combattant jadis l'impérialisme ottoman et l'impérialisme soviétique. Aujourd'hui, nous luttons contre la mondialisation, qui n'est qu'une autre facette de l'impérialisme. En 1983, se joue à Bucarest une nouvelle comédie musicale. Pour la première et unique fois, un acteur incarne sur scène Nicolae Ceausescu. Je jouais un personnage. J'avais de longues discussions avec le metteur en scène du théâtre de Bacău. Il me disait qu'il avait vraiment cru au communisme. Il était persuadé d'avoir contribué à bâtir le communisme en Roumanie, et ce, avec toute sa foi. Je me suis inspiré de lui pour créer mon personnage sur scène. Dans le théâtre, il y avait des agents de sécurité. On devait avoir une carte d'identité et on était fouillé à l'entrée. Ils ont fini par me confondre avec le personnage que j'incarnais sur scène. C'est devenu très stressant. Je paniquais. Les vigiles me saluaient de façon très officielle, avec un grand respect. Il y avait un groupe de danseuses que je connaissais. L'une d'elles était une très bonne amie à moi. Un jour, nous étions tous sortis fumer une cigarette et elle s'est assise sur mes genoux. Après avoir fumé notre cigarette, nous sommes rentrés. Un vigile s'est approché et m'a dit à voix basse: « Camarades, soyez un peu plus prudents. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le camarade Ceausescu avec une camarade danseuse sur ses genoux, ça pourrait faire jaser. De grâce, soyez plus prudents. » Après la diffusion télévisée du spectacle, le 1er mai, j'en étais arrivé au point où j'évitais de sortir dans la rue. De simple acteur-chanteur, j'étais devenu Ceausescu. Je percevais une certaine animosité de la part de tous ceux que je croisais. Les gens me lançaient des regards hostiles. Je vous ai vu jouer Ceausescu, me disait-il. Dans la rue, j'avais droit à ce genre de remarques. Les conditions de vie des Roumains se dégradent. Mais cela n'empêche pas Ceausescu de lancer un gigantesque projet de construction. La capitale va se doter d'un nouveau centre-ville, une scène pour le dictateur. De nombreux édifices historiques sont rasés ou déplacés. On se doutait que l'église serait démolie ou déplacée, parce qu'à chaque fois que le couple présidentiel passait devant, un agent de la sécurité était dépêché pour vérifier que personne ne stationnait devant l'église et que la porte était bien fermée. On n'avait pas le droit de prier ou de faire sonner les cloches. Finalement, en 1986, Nicolae Ceausescu a ordonné, par décret présidentiel, de déplacer l'église de 23 mètres par rapport à son emplacement d'origine. Un immeuble a été construit autour, si bien qu'elle était quasiment invisible de la rue. C'était une vision d'apocalypse. Des bulldozers devant l'église, une armée d'ouvriers qui remuaient la terre.
C'était un sacrilège. Et j'espérais bien que Ceausescu serait puni par Dieu. Et il l'a été. Ceausescu reste fidèle à sa vision, celle d'un roi guidant son peuple dans l'ère moderne. Dans le monde nouveau et meilleur de Ceausescu, les paysans vivent dans de grands ensembles, tandis que lui habite un immense et somptueux palais, le plus grand du monde. Le palais était le bébé de Ceausescu. Il venait sur le chantier 2 ou 3 fois par jour, y compris le dimanche. Il se considérait comme le bâtisseur et l'architecte de ce gigantesque édifice. Le palais de Ceausescu jouxtait les vieilles maisons démolies. Ces maisons lui déplaisaient au plus haut point. Il disait que ça ressemblait à un village gitan. C'est ce qu'on nous a répété quand les maisons ont été rasées. Pas un centimètre du palais n'est resté nu. Il fallait tout décorer, quel qu'en soit le coût. Il n'y a pas un seul objet importé dans tout le palais. Si nous avions besoin d'un objet qui était déjà produit à l'étranger, nous bâtissions une usine pour le fabriquer. C'était fait au pays. Il ne fallait rien importer. Tout cela pour montrer que les Roumains étaient capables de produire les mêmes choses que le reste de l'Europe et sans l'aide de personne. Aucun des appartements n'avait les sanitaires. C'est pourquoi derrière l'immeuble, il y avait des cabinets réservés à chaque appartement. Les Roumains vivront longtemps sans eau courante, sans chauffage et sans électricité. Ils font la queue pour tout. La grande pièce de Ceausescu touche à sa fin. Lors du dernier défilé, les acteurs ne veulent plus jouer le jeu. On lui faisait signe de la main quand il passait et il répondait de la même façon. Pour le reste, c'était des haut-parleurs qui hurlaient « Hurrah, hurrah !» Ce n'était pas nous. C'était stupide. Tout était préenregistré. Personne n'applaudissait. Personne ne criait quoi que ce soit. Ce n'était qu'un enregistrement. La colère nous rongeait. On faisait la queue toute la nuit pour acheter de la viande. Et le lendemain, on allait acclamer notre grand leader. Ce n'était pas la joie de vivre sous la dictature, c'est certain. On voulait quelque chose de mieux. On en avait assez des programmes patriotiques qui monopolisaient l'antenne. On voulait voir autre chose, du foot par exemple. La classe politique, comme les poètes, trouve de moins en moins de raisons de continuer à soutenir Ceausescu. La raison essentielle pour laquelle je suis resté dans le gouvernement de Ceausescu, c'est qu'il a eu le courage de représenter la Roumanie avec dignité et de combattre l'hégémonie soviétique jusqu'au bout. Je ne crois pas que ce soit Ceausescu qui ait repoussé les soviétiques. D'ailleurs, ça m'est complètement égal. Quand je regarde la Hongrie, la Tchécoslovaquie ou même la Bulgarie,
Je trouve que l'occupation roumaine était pire que l'occupation soviétique. Si, pendant ces 50 années, la Roumanie avait été occupée par les soviétiques, les Roumains auraient eu un ennemi visible. Mais on ne peut pas combattre son propre peuple. Pour Ceausescu, l'heure est venue de s'adresser une dernière fois au peuple, même s'il l'ignore encore. C'est le 21 décembre 1989, sur le parvis de l'immeuble du comité central. Sa carrière a débuté ici, c'est ici aussi qu'elle s'achèvera. Nous étions en train de filmer sur la place quand j'ai vu un groupe de gens piétiner une banderole. Mais je n'ai filmé que la partie pacifique du meeting. Ensuite, j'ai montré le balcon avec ces images célèbres où l'on voit Ceausescu crier « Camarades, arrêtez !» Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... Au lieu d'applaudir, la foule le conspue. Le trouble de Ceausescu se lit sur son visage. Le spectacle est terminé. J'ai entendu Elena Ceausescu lui dire « Donne le rang encore 100 ». Il avait commencé à faire des promesses pour apaiser la foule, mais les gens n'avaient plus envie de l'écouter. 100 lei de plus, pourquoi faire? Ça correspondait à 3 kilos de viande, qui de toute façon était introuvable. N'avez-vous jamais été tenté de montrer des scènes comme celle où les gens piétinent la banderole? Non. Je n'ai jamais été tenté de montrer des scènes politiquement incorrectes. Non pas parce que j'avais peur, mais par déontologie professionnelle. Ensuite, tout va très vite. L'immeuble du comité central est pris d'assaut. Ceausescu s'enfuit en hélicoptère. Un groupe de communistes de second rang forment un gouvernement d'urgence. Quand j'ai vu l'hélicoptère de Ceausescu décoller du toit de l'immeuble du comité central, je suis rentré chez moi en me disant « Nous voilà enfin débarrassés de la dictature. Je vais pouvoir changer de métier. » Mais au bout d'une demi-heure, passée à regarder la télé et à voir tous ces bureaucrates de deuxième ordre occuper le devant de la scène, j'ai pensé que je devais revenir, qu'il fallait faire quelque chose. C'était comme un nouvel acte d'une même pièce. Dans la rue, partisans et détracteurs de Ceausescu s'entretuent. Le dictateur n'ira pas loin. Son épouse et lui sont arrêtés puis sommairement jugés par un tribunal formé par le nouveau gouvernement. Ce simulacre de procès est expédié en 2 heures. Les Ceausescu sont reconnus coupables d'exploitation du peuple et de destruction de l'économie roumaine et sont fusillés. Plus de 10 ans après la Révolution, la Roumanie est devenue une démocratie, mais le partage du pouvoir est resté sensiblement le même. Au Parlement roumain,
la majorité est détenue par le Parti communiste. Le Parti nationaliste, dirigé par un poète célèbre, arrive en deuxième position. Ceausescu était un grand homme d'État. Qu'essayez-vous de faire avec ce documentaire? Le démythifier? Le fusiller une seconde fois? Vous n'y parviendrez pas. Ceausescu est un homme qui a beaucoup compté dans l'histoire de ce pays. Demandez plutôt à la reine d'Angleterre, la respectable Elisabeth II, pourquoi elle l'a fait monter dans son carrosse à ses côtés. Si elle ne lui avait pas fait les plus grands honneurs de l'Empire britannique, les Roumains n'auraient jamais soupçonné l'importance historique de Nicolae Ceausescu. Si demain, Ceausescu ressuscitait et recommençait, il nous faudrait le tuer une deuxième fois. Le prochain spectacle était prêt. La première avait déjà eu lieu. De nombreux jeunes qui travaillaient avec moi ont rejoint la Révolution. Ils ont pris d'assaut l'immeuble du PC, juché sur des chars. Cela aurait été un excellent spectacle. Visuellement, c'était parfait, très spectaculaire. Si c'était de l'art, certainement pas. Personne n'était dupe. C'était des spectacles médiocres qu'on allait voir par obligation et qui ne faisaient illusion que sur une grande échelle. Aujourd'hui, les gens disent que les 45 années de régime communiste furent une calamité. C'est idiot. Si les Roumains s'étaient sentis aussi mal dirigés pendant si longtemps, ils n'auraient pas applaudi à ces spectacles par centaines de milliers, par millions même. On était bien obligé d'applaudir. On était encadré par des activistes du parti. Il y en avait 1 pour 5 ou 6 personnes. Ils avaient un papier sur lequel était noté tout ce qu'on devait crier. Celui qui ne venait pas aux répétitions était sanctionné. On lui amputait son salaire ou bien il était rétrogradé. La Roumanie connaît un véritable fiasco économique. Mais à qui la faute? Ceausescu accuse d'emblée les étrangers, notamment les banques internationales auprès desquelles il a contracté d'énormes dettes. Pour sortir de la passe, il décide d'exporter la totalité de la production agricole de la Roumanie afin de rembourser la dette internationale qui s'élève à 10 milliards de dollars en tout. Dans le pays, les rayons des supermarchés sont vides et les gens ont faim. Les Roumains ont eu le courage, alors que la finance internationale voulait les asphyxier, de se serrer la ceinture, de se priver de nourriture pour rembourser leurs dettes. Nous nous sommes battus pour préserver notre dignité et notre souveraineté en tant que nation contre la mondialisation qui aujourd'hui étouffe notre planète. Nous, les Roumains, avons été les premiers à nous engager dans cette lutte en combattant jadis l'impérialisme ottoman et l'impérialisme soviétique. Aujourd'hui, nous luttons contre la mondialisation, qui n'est qu'une autre facette de l'impérialisme. En 1983, se joue à Bucarest une nouvelle comédie musicale. Pour la première et unique fois, un acteur incarne sur scène Nicolae Ceausescu. Je jouais un personnage. J'avais de longues discussions avec le metteur en scène du théâtre de Bacău. Il me disait qu'il avait vraiment cru des machines efficaces,
Tout cela est fini. Quand vous alliez à l'hôpital, ce n'était pas comme aujourd'hui. Vous n'aviez pas besoin de leur graisser la patte. Tout était mieux organisé. Alors qu'aujourd'hui, si vous tombez malade... Les communistes commandent à quantité de peintres le portrait de leurs dirigeants. La morne réalité devient pittoresque. Nul besoin d'être partisan de Ceausescu pour prendre son pinceau. Le parti n'est pas ingrat. Ceausescu et sa femme sont devenus des motifs récurrents de ma peinture. Ils m'ont versé beaucoup d'argent en liquide. Je regrette de ne pas avoir peint plus de tableaux. Je serais devenu riche. J'aurais pu vivre dans le désert de Gobi, sur la planète Mars, en Occident ou dans un pays communiste. Ça n'aurait strictement rien changé à ma peinture. Tout client est le bienvenu. Ses opinions politiques ne m'intéressent pas et je me moque de savoir quel pays il gouverne. Je crée une œuvre d'art à mon idée. Si ça lui plaît, il paie. J'ai besoin d'argent. Un artiste peut vivre avec peu d'argent, mais sans argent, l'art meurt. Mais les ambitions artistiques de Ceausescu ne se limitent pas aux portraits, chansons populaires et autres poèmes. Il veut développer le culte de sa personnalité à grande échelle et en faire le symbole de la souveraineté roumaine. Le Parti communiste crée une nouvelle forme de théâtre politique, conjuguant manifestations de masse et comédie. Tous ces spectacles servaient un objectif politique. Nous véhiculions un certain message qui exhortait la population à soutenir le Parti communiste. Nous enseignions des slogans et des idées au peuple. Nous cherchions à construire le pays. On nous libérait de l'usine 2 mois avant le spectacle. Nous répétions dans le stade 8 heures par jour, avec 2 pauses. J'ai participé à tous les spectacles, sans exception. L'anniversaire de Ceausescu, celui de sa femme, la fête nationale le 23 août. Ceausescu a fait prendre conscience aux Roumains qu'ils n'étaient plus une colonie soviétique, ni les esclaves de Moscou. Il nous a redonné confiance en nous. Il nous a persuadés que nous avions notre place sur l'échiquier du monde. Ceausescu sait se vendre. En s'insurgeant contre Moscou, il veut écrire un nouveau chapitre de la lutte séculaire de la Roumanie pour l'indépendance. Le Parti communiste, qui avait interdit auparavant toute manifestation du nationalisme, lui redonne, sous Ceausescu, ses lettres de noblesse. Ceausescu à la tête d'un cortège de cavaliers en tenue médiévale. Il se positionne dans la lignée des rois du Moyen-Âge qui libèrent la Roumanie des armées étrangères. Ceausescu a rendu à notre nation sa dignité et son honneur. Il a refusé que la Roumanie soit opprimée, comme elle l'avait été dans le passé, par les Turcs, les Russes, les Habsbourg et les Allemands. Outre les communistes, il a le soutien de nombreux nationalistes et intellectuels. De la plume des poètes et autres artistes, naît le culte de la personnalité de Ceausescu. Ton existence est un miracle pour l'humanité, pour les Roumains, pour ceux qui souffrent de la faim et du froid. Quand nous disons Ceausescu, nous disons Roumanie. Quand tu parles,
les pierres se transforment en montagnes. Le nom de ce chef d'État est universellement connu. Il voyage plus loin que ne le fit aucun prince de notre passé. Il parcourt la planète, messager de nos valeurs et de nos aspirations à un monde meilleur et juste. Son nom, Nicolae Ceausescu. Tous ces dithyrambes avaient un but bien précis. Ils m'ont servi à faire passer mon propre message, à savoir le nationalisme. J'ai utilisé Ceausescu à la façon d'un chameau, en mettant mes idéaux sur ses bosses. Ceausescu modernise et industrialise le pays. Il fait construire d'immenses usines et les orchestres amateurs des chaînes de production chantent ses louanges. Avec 2 pauses. J'ai participé à tous les spectacles, sans exception. L'anniversaire de Ceausescu, celui de sa femme, la fête nationale le 23 août, la fête du travail, la journée des enfants, la journée de la jeunesse. Chaque mois, il y avait au moins un spectacle. Il trouvait toujours un prétexte. J'ai passé toute mon enfance ainsi. Tout devait être conforme à la ligne politique du comité central. Les récoltes devaient être abondantes et belles. Les ouvriers heureux. La chorégraphie devait exprimer toutes ces choses. Certains portaient des bleus de travail avec un casque, comme les ouvriers ou les mineurs, pour représenter la classe ouvrière. D'autres portaient l'uniforme militaire. On nous donnait des cartes numérotées de 1 à 5. À l'appel du numéro, on brandissait une certaine carte et on voyait, par exemple, l'image d'Elena Ceausescu. Plusieurs repères de couleurs jalonnaient le terrain. Et chaque enfant se voyait attribuer une couleur. Les enfants entraient dans le stade en courant, au son des roulements de tambour. Puis ils s'accroupissaient et un message apparaissait. Mihai Voievod, domn al țării românești, al Ardealului și a toată... Des tableaux historiques retracent la lutte pour la Roumanie. La guerre du roi Décébal contre les Romains est une métaphore pour la révolte antisoviétique de Ceausescu. Étienne le Grand et Michel le Brave unifièrent la Roumanie. L'allusion sert une dernière fois au peuple, même s'il l'ignore encore. C'est le 21 décembre 1989, sur le parvis de l'immeuble du comité central. Sa carrière a débuté ici, c'est ici aussi qu'elle s'achèvera. Nous étions en train de filmer sur la place quand j'ai vu un groupe de gens piétiner une banderole. Mais je n'ai filmé que la partie pacifique du meeting. Ensuite, j'ai montré le balcon avec ces images célèbres où l'on voit Ceausescu crier « Camarades, arrêtez !» Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor
acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... Au lieu d'applaudir, la foule le conspue. Le trouble de Ceausescu se lit sur son visage. Le spectacle est terminé. J'ai entendu Elena Ceausescu lui dire « Donne le rang encore 100 ». Il avait commencé à faire des promesses pour apaiser la foule, mais les gens n'avaient plus envie de l'écouter. 100 lei de plus, pourquoi faire? Ça correspondait à 3 kilos de viande, qui de toute façon était introuvable. N'avez-vous jamais été tenté de montrer des scènes comme celle où les gens piétinent la banderole? Non. Je n'ai jamais été tenté de montrer des scènes politiquement incorrectes. Non pas parce que j'avais peur, mais par déontologie professionnelle. Ensuite, tout va très vite. L'immeuble du comité central est pris d'assaut. Ceausescu s'enfuit en hélicoptère. Un groupe de communistes de second rang forment un gouvernement d'urgence. Quand j'ai vu l'hélicoptère de Ceausescu décoller du toit de l'immeuble du comité central, je suis rentré chez moi en me disant « Nous voilà enfin débarrassés de la dictature. Je vais pouvoir changer de métier. » Mais au bout d'une demi-heure, passée à regarder la télé et à voir tous ces bureaucrates de deuxième ordre occuper le devant de la scène, j'ai pensé que je devais revenir, qu'il fallait faire quelque chose. Les communistes commandent à quantité de peintres le portrait de leur dirigeant. La morne réalité devient pittoresque. Nul besoin d'être partisan de Ceausescu pour prendre son pinceau. Le parti n'est pas ingrat. Ceausescu et sa femme sont devenus des motifs récurrents de ma peinture. Ils m'ont versé beaucoup d'argent en liquide. Je regrette de ne pas avoir peint plus de tableaux. Je serais devenu riche. J'aurais pu vivre dans le désert de Gobi, sur la planète Mars, en Occident ou dans un pays communiste. Ça n'aurait strictement rien changé à ma peinture. Tout client est le bienvenu. Ses opinions politiques ne m'intéressent pas et je me moque de savoir quel pays il gouverne. Je crée une œuvre d'art à mon idée. Si ça lui plaît, il paie. J'ai besoin d'argent. Un artiste peut vivre avec peu d'argent, mais sans argent, l'art meurt. Mais les ambitions artistiques de Ceausescu ne se limitent pas aux portraits, chansons populaires et autres poèmes. Il veut développer le culte de sa personnalité à grande échelle et en faire le symbole de la souveraineté roumaine. Le Parti communiste crée une nouvelle forme de théâtre politique, conjuguant manifestations de masse et comédie. Tous ces spectacles servaient un objectif politique. Nous véhiculions un certain message qui exhortait la population à soutenir le Parti communiste. Nous enseignions des slogans et des idées au peuple. Nous cherchions à construire le pays. On nous libérait de l'usine 2 mois avant le spectacle. Nous répétions dans le stade 8 heures par jour, avec 2 pauses. J'ai participé à tous les spectacles, sans exception. L'anniversaire de Ceausescu, celui de sa femme, la fête nationale le 23 août, la fête du travail
la journée des enfants, la journée de la jeunesse. Se dresse le plus grand palais du monde. Il a le faste d'une demeure royale, et pourtant, il date des années 1980. La Roumanie fait partie des pays les plus pauvres d'Europe. Un héritage du régime de Ceausescu. Une dictature des plus fantaisistes pour un peuple mourant de faim. C'était une gigantesque mise en scène, qui ne manquait pas de qualité d'ailleurs. Avec 22 millions de personnes qui applaudissaient. Et un seul interprète. Enfin, deux. Il avait l'air d'un homme bon. Il appréciait nos spectacles et il nous remerciait pour notre travail. C'était une ambiance agréable pour nous. Méfions-nous des jugements hâtifs. Laissons le temps définir la place de Ceausescu dans l'histoire. Je ne nie pas sa valeur intrinsèque. Il fut un homme d'État important. Nicolae Ceausescu monte des spectacles grandioses à sa propre gloire et à celle de la Roumanie. Le pays tout entier se transforme en scène sur laquelle les citoyens deviennent acteurs et le chef de l'État une vedette. L'ascension de ce fils de paysan commence avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques en 1968. Ceausescu organise une manifestation contre les soviétiques. Il est à l'époque le premier secrétaire du parti. Mais à 50 ans, beaucoup le considèrent comme une vulgaire marionnette aux mains des bonzes du parti. Nous avons fait déclarer publiquement à Ceausescu que si les soviétiques occupaient ne serait-ce qu'1 centimètre du territoire roumain, nous riposterions immédiatement. La Roumanie reste certes un pays sous-développé, mais montre quelques signes de progrès. À cette époque, on ne manquait de rien. On avait de bons matériaux, de bons outils, des machines efficaces. Tout cela est fini. Quand vous alliez à l'hôpital, ce n'était pas comme aujourd'hui. Vous n'aviez pas besoin de leur graisser la patte. Tout était mieux organisé. Alors qu'aujourd'hui, si vous tombez malade... Les communistes commandent à quantité de peintres le portrait de leurs dirigeants. La morne réalité devient pittoresque. Nul besoin d'être partisan de Ceausescu pour prendre son pinceau. Le parti n'est pas ingrat. Ceausescu et sa femme sont devenus des motifs récurrents de ma peinture. Ils m'ont versé beaucoup d'argent en liquide. Je regrette de ne pas avoir peint plus de tableaux. Je serais devenu riche. J'aurais pu vivre dans le désert de Gobi, sur la planète Mars, en Occident ou dans un pays communiste. Ça n'aurait strictement rien changé à ma peinture. Tout client est le bienvenu. Ses opinions politiques ne m'intéressent pas et je me moque de savoir quel pays il gouverne. Je crée une œuvre d'art à mon idée. Si ça lui plaît, il paie. J'ai besoin d'argent. Un artiste peut vivre avec peu d'argent, mais sans argent, l'art meurt.
Mais les ambitions artistiques de Ceausescu ne se limitent pas aux portraits, chansons populaires et autres poèmes. Il veut développer le culte de sa personnalité à grande échelle et en faire le symbole de la souveraineté roumaine. Le Parti communiste crée une nouvelle forme de théâtre politique, conjuguant manifestations de masse et comédie. Tous ces spectacles servaient un objectif politique. Nous véhiculions un certain message qui exhortait la population à soutenir le Parti communiste. Nous enseignions des slogans et des idées au peuple. Nous cherchions à construire le pays. On nous libérait de l'usine 2 mois avant le spectacle. Nous répétions dans le stade 8 heures par jour. Retrace la lutte pour la Roumanie. La guerre du roi Décébal contre les Romains est une métaphore pour la révolte anti-soviétique de Ceausescu. Étienne le Grand et Michel le Brave unifièrent la Roumanie. L'allusion est limpide. En évoquant le roi Étienne le Grand, qui avait régné sur l'ensemble du territoire, nous adressions un message sans équivoque à l'Union soviétique. J'ai écrit quelques spectacles sur des thèmes historiques qui ont arraché des larmes aux vieux généraux. Les personnes présentes dans le stade ont quasiment tout un rôle à jouer. Ceausescu et les membres du comité central sont les uniques spectateurs. Mais à la fin du spectacle, on assiste à une scène étrange. Les acteurs et le public se tournent vers Nicolae Ceausescu et son épouse et applaudissent. Les acteurs sont devenus le public. Le public est devenu le principal interprète. À cet instant, le parti et le peuple ne formaient plus qu'un. Ils pensaient et respiraient de concert. Ceausescu et sa politique étaient unanimement plébiscités. Les communistes transposent le symbolisme du monde théâtral en réalité politique. En 1974, Ceausescu est nommé président de la République. Pour la cérémonie d'investiture, le parti commande des accessoires quelque peu insolites. On m'avait demandé de dessiner un sceptre pour Nicolae Ceausescu. Au début, l'idée de donner un sceptre à un dirigeant communiste m'a paru étrange. Mais finalement, je l'ai fait avec plaisir, parce que j'avais la nostalgie du temps où la Roumanie était une monarchie. În numele Marii Adunări Naționale, vă rog să primiți simbolurile demnității și prestigiului, ale puterii de stat, ale autorității suverane a poporului român, ale voinții sale. Ces rassemblements sont des mises en scène, mais le peuple ne cache pas sa joie. Les gens sont fiers. Pour la première fois de l'histoire, un homme d'État roumain prend une envergure internationale. Ceausescu se fait le médiateur entre l'Est et l'Ouest, notamment dans le cadre du conflit au Proche-Orient. Sur la scène internationale, il joue les diplomates. Dans son pays, il attise l'orgueil national. Ceausescu a fait prendre conscience aux Roumains qu'ils n'étaient plus une colonie soviétique, ni les esclaves de Moscou.
Il nous a redonné confiance en nous. Il nous a persuadés que nous avions notre place sur l'échiquier du monde. Ceausescu sait se vendre. En s'insurgeant contre Moscou, il veut écrire un nouveau chapitre de la lutte séculaire de la Roumanie pour l'indépendance. Le Parti communiste, qui avait interdit auparavant toute manifestation du nationalisme, lui redonne, sous Ceausescu, ses lettres de noblesse. Ceausescu à la tête d'un cortège de cavaliers en tenue médiévale. Il se positionne dans la lignée des rois du Moyen-Âge qui libèrent la Roumanie des armées étrangères. Ceausescu a rendu à notre nation sa dignité et son honneur. Il a refusé que la Roumanie soit opprimée, comme elle l'avait été dans le passé, par les Turcs, les Russes, les Habsbourg et les Allemands. Outre les communistes, il a le soutien de nombreux nationalistes et intellectuels. De la plume des poètes et autres artistes, naît le culte de la personnalité de Ceausescu. Ton existence est un miracle pour l'humanité, pour les Roumains, pour ceux qui souffrent de la faim et du froid. Quand nous disons Ceausescu, nous disons Roumanie. Quand tu parles, les pierres se transforment en montagnes. Le nom de ce chef d'État est universellement connu. Il voyage plus loin que ne le fit aucun prince de notre passé. Il parcourt la planète, messager de nos valeurs et de nos aspirations à un monde meilleur et juste. Son nom, Nicolae Ceausescu. Tous ces dithyrambes avaient un but bien précis. Ils m'ont servi à faire passer mon propre message, à savoir le nationalisme. Ceausescu calque de plus en plus la réalité sur le monde imaginaire du théâtre. La propagande qui bat son plein dans les stades ne tarde pas à être relayée par les médias. Pour les journalistes, une seule règle à suivre. On lisait en gros titres de formidables progrès, l'âge d'or, l'ère Ceausescu, une ère de prospérité sans précédent dans l'histoire de la Roumanie. Tous ces succès étaient à mettre au compte d'un seul homme. C'est au sommet que tout se décidait. Le chef de l'État, le dirigeant du parti, le commandant des forces armées fusionnaient en un seul homme, Nicolae Ceausescu. Nous étions 12 ou 13 relecteurs. On travaillait en équipe. Notre principale tâche consistait à lire tous les articles en s'assurant que tout était correctement orthographié. En particulier les noms de Nicolae Ceausescu et d'Elena Ceausescu. Il n'était pas compliqué à écrire. Ce qui était difficile, c'était de lire les mêmes noms une quarantaine de fois par page. Chacun avait un rôle bien précis. Le journaliste posait des questions pas trop dérangeantes, tandis que l'interviewé donnait les réponses qu'attendait à la fois le journaliste et la direction locale et centrale du parti. Am urmărit cu profundă satisfacție patriotică magistralul raport expus de secretarul general al Partidului Comunist Român,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, raport în care și noi, constructorii, ne regăsim în amplele programe de dezvoltare a investițiilor din țara noastră. N-aveai voie să greșești de două ori. Il n'était pas question de faire la moindre erreur. Les directives étaient claires. Ceaușescu à la tête d'un cortège de cavaliers en tenue médiévale. Il se positionne dans la lignée des rois du Moyen-Âge qui libèrent la Roumanie des armées étrangères. Ceaușescu a rendu à notre nation sa dignité et son honneur. Il a refusé que la Roumanie soit opprimée, comme elle l'avait été dans le passé, par les Turcs, les Russes, les Habsbourg et les Allemands. Outre les communistes, il a le soutien de nombreux nationalistes et intellectuels. De la plume des poètes et autres artistes, naît le culte de la personnalité de Ceaușescu. Ton existence est un miracle pour l'humanité, pour les Roumains, pour ceux qui souffrent de la faim et du froid. Quand nous disons Ceaușescu, nous disons Roumanie. Quand tu parles, les pierres se transforment en montagnes. Le nom de ce chef d'État est universellement connu. Il voyage plus loin que ne le fit aucun prince de notre passé. Il parcourt la planète, messager de nos valeurs et de nos aspirations à un monde meilleur et juste. Son nom, Nicolae Ceaușescu. Tous ces dithyrambes avaient un but bien précis. Ils m'ont servi à faire passer mon propre message, à savoir le nationalisme. J'ai utilisé Ceaușescu à la façon d'un chameau, en mettant mes idéaux sur ses bosses. Ceaușescu modernise et industrialise le pays. Il fait construire d'immenses usines et les orchestres amateurs des chaînes de production chantent ses louanges. Les paysans appauvris sont relogés dans des immeubles récemment construits. La Roumanie reste certes un pays sous-développé, mais montre quelques signes de progrès. À cette époque, on ne manquait de rien. On avait de bons matériaux, de bons outils, des machines efficaces. Tout cela est fini. Quand vous alliez à l'hôpital, ce n'était pas comme aujourd'hui. Vous n'aviez pas besoin de leur graisser la patte. Tout était mieux organisé. Alors qu'aujourd'hui, si vous tombez malade... Les communistes